Lorsque j'habitais chez moi au Mexique, je rencontrais Pedro, un agriculteur qui produit du jus de pomelos. Son business marche très bien et des tonnes de jus sont vendus par lui chaque mois au Mexique. Bah oui, il faut mélanger la tequila avec quelque chose. Bref, Pedro est très content avec son jus, mais il n'est pas complètement satisfait. En effet, à cette importante production de jus est associée une grande quantité de déchets, à savoir que chaque kilo de jus produit autant de déchets à gérer, peau, pulpe, pépins. Et si on additionne tous les cas comme Pedro, un total de plus de 40 millions de tonnes de déchets d'agrumes est généré dans le monde chaque année. Des déchets, quel dommage! La peau de pomelos contient tout un tas de composés super intéressants, comme la narangine, une molécule associée à des effets santé très positifs, anti-inflammatoires, antioxydants, protection du système cardiovasculaire. Pourquoi pas tenter de l'extraire de la peau de pomelos? Petit problème, la narangine est très maligne. Elle refuse de sortir facilement de ses peaux, à moins qu'elle ne soit utilisée des méthodes très performantes, mais souvent chères ou polluantes. Pedro m'a dit qu'il n'est pas capable d'investir autant d'argent pour extraire la narangine. Il a besoin d'une méthode simple, rentable et écologique pour valoriser ses déchets. Et c'est là que j'interviens. Mais comment faire sortir cette narangine? En utilisant des broyeurs et des enzymes qui déchirent le tissu végétal, obligeant cette molécule à quitter son petit refuge cellulaire. Puis, simplement en pressant fortement ces peaux pour extraire leur liquide, et voilà, comment 90% de la narangine quitte les peaux et se retrouve dans ces liquides extraits. Quel résultat encourageant! Mais un autre problème arrive. La narangine, maintenant présente dans ces liquides extraits, n'a pas été entraînée toute seule. D'autres composés l'ont accompagnée. Et comme elle n'aime vraiment pas l'eau, au lieu de s'y dissoudre, elle reste cachée, accrochée à ces petits bouts de tissu végétal pour lesquels elle a beaucoup d'amitié, ce qui m'empêche de la récupérer. Ma stratégie, séparer par taille toutes ces petites particules micrométriques et identifier à quelle taille et sous quel état physique se retrouve cette narangine située, pour ensuite la décrocher ou la rendre disponible et augmenter le rendement d'extraction. Ensuite, eh bien, il ne me restera plus qu'à la concentrer, la formuler pour enrichir des aliments, faire des médicaments et rendre Pedro heureux. Il pourra valoriser l'énorme quantité de déchets qu'il produit et vous garder, vous tous, en bonne santé. Résiste, Pedro, je suis là pour t'aider. Waouh, les chiffres du tourisme. Chaque année, ils progressent. Et c'est très bien. Regardez en 2017, une personne sur 7 dans le monde a voyagé autour de la planète. Savez-vous que l'Occitanie est la 4e région de France pour l'accueil des touristes étrangers? Et ici, le tourisme, c'est 1 emploi sur 10. Savez-vous que l'Inde est en train de voir sa seule classe moyenne atteindre près de 300 millions d'individus? Vous vous rendez compte, 300 millions, c'est 5 fois la population française. Eh bien moi, je suis convaincue que l'Occitanie a tous les atouts pour séduire cette nouvelle clientèle. Alors imaginez, comment un territoire comme le nôtre peut faire pour séduire ces nouveaux touristes? Vous, quand vous voyagez, vous avez des repères? Eh bien moi, je pense que les touristes indiens aussi ont besoin de repères. Et c'est là que j'étudie des solutions. Ma thèse se concentre sur tous les outils qui permettront d'accueillir, retenir et faire revenir ces nouveaux touristes. Quels processus mettre en place? Quelles interactions? Quelles techniques? Et pourquoi pas une nouvelle marque? Vous l'avez compris, ma thèse est prospective. Économie, gestion, marketing, sociologie. Cette recherche concerne tout le monde parce que tout le monde est impliqué dans ce projet. De près ou de loin, cette recherche est importante. Alors, je pense que nos touristes indiens ont besoin qu'on s'occupe d'eux. L'objectif de mon travail est de fédérer les bonnes volontés dans l'hôtellerie, la restauration, les sites touristiques, et même vous, citoyens, dans vos actions. Alors c'est vrai, il y a Paris, c'est beau, il y a le Mont-Saint-Michel, c'est haut, il y a les Hauts-de-France, mais sachez que eux, ils sont en train de largement prospecter le marché indien.
Alors j'espère, mesdames, messieurs, que vous vous souviendrez de ce moment. J'espère que ce moment sera un moment important pour vous. Et j'espère que lorsque vous rencontrerez des touristes étrangers dans notre territoire, vous vous interrogez sur ce que vous pouvez faire pour mieux les accueillir. Quand j'étais enfant, je rêvais d'être une super-héroïne. J'avais 9 ans quand j'ai vu le film Spider-Man de Sam Raimi et j'ai été profondément marquée par la citation de l'oncle Ben « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Alors je me suis dit que si la recherche nécessitait de la passion, celle-ci était faite pour moi. Et j'ai toujours eu envie de dire en achetant des comics « Non mais c'est pour le travail ». Ce qui m'a motivée, c'est ce sentiment qui vous coupe le souffle quand vous voyez un super-héros venir sauver le monde. L'histoire des super-héros a commencé en 1938. 2 jeunes garçons se faisaient maltraiter par des voyous. Joe Shuster et Jerry Siegel. Ce sont eux qui ont créé Superman. Et c'est comme ça qu'ils se sont vengés de leur bourreau. Ils ont créé un symbole qui annoncera tout ce qui viendra par la suite. Dans ma thèse, je me pose la question suivante. Quel est l'impact et l'importance des super-héros dans notre culture aujourd'hui ? Cela m'a amené à interroger 818 personnes sur ce sujet. Et j'ai aussi eu la chance de rencontrer des dessinateurs, des encreurs, des scénaristes, des vidéastes et plein d'autres passionnés afin de comprendre ce phénomène. Vous savez, je me suis beaucoup documentée à propos de tout ça, à propos des super-héros. Et plus les choses avançaient, plus j'avais de questions. Cette année, les comic books de super-héros ont 81 ans d'histoire. Ils ont pu aborder tous les sujets tabous de la société. En 1941, le féminisme et Wonder Woman. En 1963, le personnage Iceberg des X-Men est ouvertement homosexuel. En 2013, Miss Marvel est la première super-héroïne de confession musulmane. Beaucoup de gens pensent que les super-héros, c'est un truc pour gamins, pour petits garçons. Vous imaginez ma tête quand on me dit ça ? Mais c'est très mal connaître le genre. Économiquement parlant, les chiffres sont édifiants. Les revenus des blockbusters américains se comptent en milliards de dollars. Et un exemplaire du premier comics de Superman a été vendu pour plus de 2 millions de dollars. Vous imaginez tout ce que vous pourriez faire avec cet argent ? Mais alors pourquoi ? Les super-héros changent la culture. Ils ont changé l'économie du petit et du grand écran, celle de l'industrie des jouets, devenue emblème totémique. Et il aura fallu des années aux comics pour être reconnus dans l'art, mais désormais, c'est chose faite. Mes recherches m'ont montré qu'on a tous au fond de nous un super-héros préféré. Un personnage qui nous a plus marqué qu'un autre, qu'on soit fan ou non. Les super-héros nous rassemblent. Ils disent quelque chose à propos de nous, à propos de la société, à propos de qui nous sommes vraiment, ce qui nous définit et nous réunit. Par exemple, vous saviez combien il y avait eu de gens cette année au Comic-Con San Diego ? 130 000 personnes. À 900 $ la place, c'est énorme. Leur implication dans la culture et la société est au-delà du divertissement. C'est quelque chose qui compte pour nous et ils ont une place prépondérante dans notre société et dans notre environnement. Alors ouvrez l'œil et vous verrez, les super-héros sont partout. Vous voyez Batman, c'est un super-héros. Pourtant, il n'a pas de super-pouvoir. Parce que finalement, c'est ça, être un super-héros. Alors, à défaut d'être moi-même une super-héroïne, c'est avec cette méthode que je vais devenir docteur des super-héros. Mesdames et messieurs, il y a près d'un demi-siècle, les 14 États africains membres de la zone CFA étaient plongés dans une grave et persistante crise économique et financière. Les nombreuses organisations sous-régionales mises en place pour résoudre cette crise n'ont pas du tout produit les résultats escomptés. Il fallait alors, à côté d'elles, assainir le climat juridique des affaires. Cela était inévitable. C'est ainsi. Le 17 octobre 1997, l'acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique a été adopté par les États concernés. Lequel acte, pour des besoins de performance, de modernité, mais surtout de flexi-sécurité, a été révisé en 2014. Mesdames et messieurs, à ce stade de ma présentation, je vois déjà certains parmi vous se dire « Oh my God, mais d'où nous vient ce jeune homme avec autant de colère sur les nerfs ?» Hey! En réalité, il y a vraiment de quoi se mettre en colère, car l'acte dont je vous parle n'est en effet composé que de 920 articles. 920 petits articles pour régir et organiser l'activité des sociétés commerciales dans 281 particules, soit 272 millions de consommateurs. Autrement dit, plus de 25% de la population totale de l'Afrique subsaharienne. À présent, mesdames et messieurs, dans mes projets de recherche, je me questionne. Oui, je m'interroge pour savoir et comprendre si ce acte, tel qu'il se présente,
est à mesure de faciliter l'implantation de vos entreprises sur le continent africain et en même temps favoriser leur croissance ainsi que leur compétitivité régionale et internationale. Je me demande si ce acte, tel que je viens de vous le peindre, est à mesure de vous assurer une parfaite sécurité juridique et judiciaire sur le territoire africain. Chères madame, chers messieurs, chacun de vous en vos rangs, grades et qualités très respectueusement constatés, je reste à l'instant T convaincu que, comme moi, vous vous posez aussi de multitudes d'interrogations par rapport à la performance de cet acte. Mais je vous en prie, ne vous inquiétez surtout pas. Ne levez pas le petit doigt, ne bougez même pas de votre fauteuil. Pourquoi? Eh bien, parce que je suis en thèse et que c'est pour cette unique raison que je suis en thèse. Alors, je vous donne rendez-vous dans exactement 3 petites années afin de vous livrer le résultat de mes recherches et ainsi répondre à toutes vos interrogations. C'est une tâche ardue. Mais d'ici là, mesdames et messieurs, je vous remercie très humblement de votre aimable attention. Je suis le cyberdocteur des crevettes. Attention, cela ne veut pas dire que je suis à moitié un robot. Mais ça consiste en quoi? Pour commencer, comme vous le savez tous, les activités humaines produisent de nombreux polluants néfastes pour l'environnement. Ces polluants peuvent se retrouver dans l'eau de nos rivières. Mais comment peut-on vérifier la qualité de l'eau? On pourrait faire des dosages. Que se passerait-il si les polluants sont rejetés dans l'eau le lundi et qu'un scientifique contrôle le vendredi? Les dosages seront faux, car les polluants se seront dispersés. Il faut donc trouver un moyen de contrôler en permanence la qualité de l'eau. Historiquement, les mineurs utilisaient des oiseaux, tels des sentinelles, qui s'arrêtaient de chanter en présence de gaz toxiques. J'utilise le même principe, sauf que ma sentinelle, c'est une toute petite crevette, ma superstar, le gamard. Et dans notre cas, notre signal d'alerte, c'est non pas une chansonnette, mais la santé de notre crevette qui va se dégrader en présence de polluants. Et c'est là que mon travail de cyberdocteur commence. Pour détecter des maladies chez l'homme, le diabète par exemple, on va doser des molécules de sucre. Chez la crevette, je vais doser plusieurs molécules, mes petits espions, appelés biomarqueurs, qui vont me permettre de connaître son état de santé et donc de savoir si elle a été en présence de polluants. La technique de dosage de ces biomarqueurs nous fournit une sorte d'empreinte, enfin une, plutôt des milliers. Et pour pouvoir interpréter ces empreintes, je fais comme la police, je les compare à une base de données. Et dans notre cas, ces données, c'est le patrimoine génétique de la crevette, ce fameux ADN. Le décryptage de l'ADN produit des millions d'informations que je dois organiser pour créer ma base de données. Milliers, millions, je ne peux pas le faire seul. Et c'est pour ça que je suis un cyberdocteur. J'utilise mon ordinateur sur lequel je code des programmes pour pouvoir analyser toutes ces données en quelques heures à la place de quelques milliers d'années. Au final, c'est un peu comme la police scientifique. Mais est-ce si simple? Eh bien non. En réalité, il existe plusieurs variétés de crevettes. Et donc, vu qu'elles n'ont pas forcément les mêmes réactions aux polluants, dans ma thèse, je me concentre sur les 6 variétés de crevettes qui sont les plus communes en Europe. Et je vérifie si les biomarqueurs fonctionnent bien pour toutes. Parce qu'évidemment, elles n'ont pas forcément la même réaction aux polluants, comme je l'ai dit précédemment. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand on m'a dit que j'allais travailler sur la crevette, franchement, je pensais que c'était une blague. Mais finalement, après 3 ans de vie commune, je vous dirais que cette gamard superstar n'est pas qu'une simple crevette. C'est un véritable allié dans la détection du danger. Et donc je dirais que s'occuper de sa santé, c'est promouvoir la nôtre. Nous sommes au Cambodge, en Asie du Sud-Est, sur les rives du Mékong, un des plus grands fleuves du continent. Sous un ciel bleu clair, on voit des rizières scintillantes, verdoyantes, irriguées par un réseau de canaux. Dans ces canaux et les fleuves, les habitants peuvent puiser de l'eau pour leurs champs, mais aussi y pêcher afin de s'en nourrir. Nous sommes en mars. Dans quelques mois, la mousson sera là. Des averses tomberont et l'eau inondera les paysages et les rizières. Comme chaque année, les canaux seront restockés en eau, mais aussi en nutriments contenus dans l'aliments. C'est ainsi depuis le lustre. Mais l'avenir est incertain. En effet, ces dernières années, l'équilibre de la nature a été perturbé
Certaines années ont vu des inondations exceptionnellement massives et dévastatrices. Dans les autres, il y avait des sécheresses d'une ampleur inégalée. La conclusion logique, il y a eu une disruption majeure dans la hydrologie de la région. Malheureusement, il y a un grand nombre de facteurs qui pourraient en être la cause. Le changement climatique, bien sûr, mais aussi la construction des barrages en amont ou encore l'aménagement du territoire. Le problème fondamental en évaluant ces changements, c'est que nous ne savons pas exactement comment marche le système hydrologique de la région. Et ça, c'est le cœur de mes recherches. J'essaie de construire un modèle informatique décrivant l'ensemble des processus hydrologiques de la région. Le ruissellement, l'infiltration de l'eau, mais aussi les dynamiques d'inondation. Avec des bonnes données, des bonnes équations, des logiciels hydrologiques et une connaissance en programmation, c'est possible. Maintenant, vous pouvez supposer que tout ira bien à partir de là. Quelques mois passés derrière un écran et pouf, problème résolu. C'est certainement ce que j'ai cru au début de ma thèse. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Les défis principaux de ma thèse sont ces bonnes données dont j'ai parlé juste avant, parce qu'ils sont très rares, presque impossibles à trouver dans cette région. Ma réponse à ces défis a 3 points d'attaque. 1. Utiliser les données satellitaires. 2. Parcourir les rizières de Cambodge afin d'y installer des stations hydrologiques et mesurer la topographie avec tous les détails nécessaires. Et 3. Bénéficier des expériences des autochtones en utilisant des méthodes sociologiques et des questionnaires. À la fin de cette aventure, j'espère avoir un modèle fonctionnel capable de nous montrer les dynamiques complexes du delta du Mékong pour protéger la population locale contre les sécheresses et des inondations et pour que les rizières puissent continuer à scintiller et verdoyer sous le ciel bleu du Cambodge. Un bon morceau de pain chaud du boulanger, un croissant, une tarte aux pommes, ou vous êtes peut-être plus cordon bleu, pizza ou couscous. Dans tous les cas, tous ces aliments que l'on retrouve partout dans notre alimentation sont constitués de céréales et principalement de blé. Le risque, c'est que lors de la culture de ce blé, des moisissures viennent attaquer les épis. On les appellera plus simplement champignons méchants. Ces champignons méchants, ils produisent aussi des toxines, de petites molécules très mauvaises pour notre santé. Invisibles, elles vont venir se glisser dans les grains de blé, puis dans la farine, puis dans notre pain, et potentiellement provoquer de graves maladies. Alors, jusqu'ici, et depuis une centaine d'années, la stratégie pour lutter contre ces champignons méchants reposait sur un cocktail multipesticides dont on arrosait les champs au rythme des saisons. Mais maintenant, vous et moi savons que ce n'est pas la bonne solution, car nous savons que ces produits toxiques eux aussi viennent à leur tour contaminer le blé, mais aussi les êtres vivants, l'eau et l'atmosphère. Pas top, 100 ans après. Il fallait donc proposer d'autres solutions aux agriculteurs pour les inciter à ne plus utiliser ces produits tout en continuant de protéger leur culture. Et c'est là qu'entre en scène tout un cortège de champignons que l'on trouve naturellement dans l'environnement et qui se sont avérés capables d'empêcher ou de réduire la progression du champignon méchant. Vous l'avez compris, des champignons gentils. Et ces champignons gentils, il en existe en fait des milliers d'espèces sur la planète et des milliers qui sont encore découverts chaque jour. Il faut donc trouver une solution pour identifier facilement lesquels de ces champignons gentils allaient être les meilleurs pour combattre les champignons méchants. Mon travail de thèse consiste donc à observer des combats entre champignons gentils et champignons méchants. J'essaye de mieux comprendre les stratégies des champignons gentils et d'identifier quelles armes ils utilisent pour mettre KO leur adversaire toxique. Par exemple, j'observe si le champignon gentil est capable d'envoyer des molécules qui vont dissoudre le champignon méchant, s'il peut le manger directement, l'empêcher de produire ses toxines, lui voler sa nourriture pour que lui ne puisse plus se développer, ou encore tout à la fois. Mais pour que le champignon gentil déclenche sa stratégie et donc au moins une de ses armes, il va avoir besoin d'activer des zones particulières de son ADN pour synthétiser certaines molécules d'attaque. Et oui, même lui possède dans chacune de ses cellules le code génétique, celui qui permet à tous les êtres vivants d'être ce qu'ils sont. Lui, avec ses gants de boxe ou son épée, et vous, avec vos yeux marrons ou bleus. Et lorsqu'il active son code, j'enregistre les zones d'ADN activées, les signaux, selon les différentes stratégies les plus efficaces. Et c'est bien cette meilleure connaissance de toutes ces stratégies et ces signaux de combat qui va me permettre de choisir parmi les champignons gentils les meilleurs candidats.
Des champignons gentils très efficaces contre les méchants et sans effet néfaste sur les écosystèmes des champs de blé. Pour être sûr qu'on puisse tous encore longtemps manger sans danger un bon morceau de pain chaud du boulanger. Vous connaissez tous le bar. Bon, alors, certains plus que d'autres. Voyez-vous, ce poisson marin, il a une fâcheuse tendance, c'est celle de migrer. Alors, en lagune, en estuaire, mais aussi en eau douce. Sauf qu'un poisson marin en eau douce, tous n'y survivent pas, non. Alors, pour mieux comprendre ce qui se passe chez le bar, imaginons que ce soir, tous ensemble, on aille au bar. On est peut-être un petit peu nombreux, mais dans l'idée, vous êtes tous d'accord avec le fait que plus le temps passe, et plus certains d'entre nous allons changer de couleur, passer du blanc au rouge. Certains vont même se lier d'amitié avec un tabouret, un lampadaire, le barman. Mais hélas, pour certains, le destin sera moins glorieux et ça sera plutôt avec les toilettes du bar. Bref, vous l'aurez compris, une mauvaise soirée. Eh bien, finalement, mon travail, c'est malheureusement pas de vous inviter au bar, non. Mais plutôt d'organiser de folles soirées en eau douce pour mes bars. Tout comme nous, après quelques verres, certains changent de couleur. Certains autres vont même se mettre à nager bizarrement en titubant, et ils vont me regarder avec leurs grands yeux de merlan frit, là. Mais rassurez-vous, je les ai sauvés un peu comme je vous sauverai de votre verre de trop ce soir. Et pour leur anniversaire, je leur ai même reproposé une autre soirée en eau douce. Alors attention, ils ont tous accepté. Mais encore une fois, tous n'ont pas vraiment apprécié cette soirée et ce n'était pas les mêmes que la fois dernière. C'est très beau tout ça, nous ne sommes pas tous égaux devant la boisson, mais ça ne me dit toujours pas pourquoi. Eh bien, tout d'abord, ce n'est pas parce que vous ne vous êtes pas liés d'amitié avec les toilettes du bar ce soir-là que vous étiez frais comme des gardons. Non, le comportement c'est bien joli, mais ce n'est qu'un signe parmi beaucoup d'autres qui témoignent de votre état de santé. Du coup, j'ai regardé un autre niveau, au niveau de nos gènes. Et ce que j'ai trouvé pendant ma thèse, de façon plus ou moins glamour, c'est que nous n'urinons pas tous la même chose. Non, on n'a pas tous la même capacité, au niveau de nos reins, de maintenir notre équilibre eau minéraux. Et tout ça, eh bien, ça dépend de nos gènes. Alors, vous allez me dire, oui, la fois dernière, j'étais malade, et cette fois, tu me dis que tu ne le seras pas. Alors même que j'aurais bu la même chose. Eh bien oui, c'est exactement ce que je cherche à comprendre pendant ma thèse. Pourquoi la boisson ne nous affecte pas tous, toujours, de la même façon, au sein même de notre ADN? Alors, aussi surprenant que cela puisse paraître, organiser des soirées chez le bar me permettra peut-être demain de répondre à cette question, mais aussi de mieux comprendre les problèmes rénaux qui touchent ou toucheront certains d'entre nous. Alors, la prochaine fois qu'un loup-bar vous dira « T'inquiète, je tiens l'alcool, c'est dans mes gènes », resservez-lui un verre et pensez à mes bars. Je suis Chance, Quentin Chance, et je mange bio. Et vous, cher public, je sais que vous consommez aussi des produits avec le label qui est derrière moi. Parce qu'à nous tous, nous dépensons plus de 8 milliards d'euros dans ce marché bio. Agriculture biologique, c'est des agriculteurs qui ont fait le choix de produire autrement, sans chimie, dans le respect de nos sols et de notre santé. On pense souvent aux maraîchers sur petite surface qui mélangent différentes espèces de légumes. Et on achète leurs produits le dimanche au marché, en panier si on adhère à une AMAP, ou directement à la ferme. Ces producteurs et ces modes de commercialisation, je ne les étudie pas. Je m'intéresse aux cercles longs. C'est des agriculteurs de nos campagnes qui produisent plusieurs dizaines ou centaines de tonnes de légumes. Leurs produits, c'est le sac de pommes de terre que vous achetez à Carrefour à Leclerc, les oignons ou les poireaux de Biocop ou La Vie Claire, et même les carottes râpées bio que vos enfants mangent à la cantine. Ce sont des produits familiers, mais plus difficiles à cerner. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce sac de pommes de terre? Quelles transactions ont été réalisées pour que vous puissiez l'acheter? Est-ce que le producteur est bien rémunéré? Ces questions sont au cœur de ma thèse. Et il faut se les poser pour éviter de reproduire les erreurs du passé, celles du conventionnel. La guerre des prix, les enseignes qui font la loi, des producteurs qui ne se paient pas. Les marchés de la bio, ça va encore, mais ça bouge très vite, plus 20% de croissance. C'est en train de se structurer. Donc c'est maintenant qu'il faut veiller à la santé des marchés. Je suis doctorant en sociologie économique, ingénieur des marchés, et leur santé dépend un peu de vous et de moi en tant que consommateurs, mais surtout de la manière avec laquelle les agriculteurs, les commerciaux et les magasins se rendent dépendants comme les engrenages d'une machine. Comment ils s'articulent pour trouver leur équilibre. Parce que pour soigner le moteur, il faut déjà savoir de quoi il est fait,
le rendre lisible, visible, intelligible. Alors comme dans les films, je suis allé derrière le miroir pour vous rapporter leur histoire. Plus précisément, je suis allé dans la région centre et la région nord, deux gros bassins de production légumiers, pour rencontrer ces producteurs et leurs partenaires économiques, les entreprises qui regroupent les récoltes, les lavent, les trient et les mettent dans les sachets que nous achetons. Autour de la table, nous avons discuté des problématiques de la croissance et du marché. Et j'ai rapporté avec moi des dizaines et des dizaines d'heures d'entretien, de récits et d'analyse des problématiques de ces circuits longs par ceux qui les font. Je suis en dernière année de thèse et je synthétise des clés de compréhension de ces marchés, les tensions et les inquiétudes entre les différents maillons, des points de vigilance qu'il faut avoir en tête quand on fait du commerce, pour garder des relations saines, pour que leur rémunération représente un réel travail et pour que cette économie en expansion corresponde au réel. Alors avec tout ça, est-ce que notre agriculture ira bien ? En tout cas, l'argent que nous dépensons ressemblera à l'agriculture que nous imaginons. Je m'excuse, je vais plomber un peu l'ambiance. Je travaille sur le cancer colorectal et sur la dissémination tumorale, mécanisme à l'origine de la formation de métastases qui reste la cause majeure de décès par cancer. Mais le cancer, c'est quoi ? Imaginez une maison nommée Colomb, dans un quartier nommé Corps. Un couple de souris décide de s'installer et très vite, c'est la pagaille. Elles font des petits, elles se multiplient et se faufilent de partout. Le cancer, c'est un peu pareil. Il suffit d'une cellule cancéreuse pour faire plein de petites cellules cancéreuses. Certaines vont partir, visiter le quartier et s'installer ailleurs dans le corps. On en retrouve en effet chez le patient dans le poumon. Ma foi, oui, elle ne manque pas d'air. Mais le plus souvent dans le foie. Le problème, c'est que les médecins disposent de thérapies très efficaces contre les cellules cancéreuses du côlon, car on les connaît bien. En revanche, dès lors qu'elles ont disséminé, le traitement est peu efficace, car les cellules sont peu connues et sans doute très différentes. Pour les étudier, j'ai fabriqué une souris rouge. Toutes les cellules de la souris sont rouges, fluorescentes, sauf les cellules du côlon qui sont vertes, fluorescentes. Ainsi, lorsqu'une tumeur se forme sur le côlon, elle est de facto verte fluo. Je peux ainsi pister ces cellules car elles sont visibles. Pour cela, j'utilise tout d'abord une première technologie qui vise à rendre transparente ma souris. Alors, je ne l'attrape pas par la queue, je ne la monte pas à ces messieurs, je ne la trempe ni dans l'huile ni dans l'eau. Je la plonge dans un sommeil éternel, puis grâce à un bain moussant, je la rends transparente. Plus aucune pigmentation, seulement la fluorescence des cellules. Ainsi, grâce à un microscope, je peux vérifier si, comme dans le patient, j'en retrouve dans le poumon, le foie, mais pourquoi pas ailleurs ? Et en effet, j'en ai observé dans la rate qui se dilate. La rate serait comme une salle d'attente avant de rejoindre les organes définitifs comme le poumon et le foie. Alors maintenant que je sais où elles sont, c'est bien beau, mais je veux savoir ce qu'elles ont dans le ventre pour mieux lutter contre. Je récupère les organes, je prélève ces organes, je sépare les cellules les unes des autres et je les fais passer dans un cytomètre en flux. Cette machine aspire les cellules et les fait passer les unes après les autres devant un laser. Ce laser va me permettre de récupérer seulement les cellules vertes pour les analyser. Ces analyses sont vitales car ils vont permettre de connaître les cellules et dresser une carte d'identité. Ces cartes d'identité vont permettre de choisir au mieux les traitements, car je vous rappelle, un traitement est efficace si et seulement si il est choisi en fonction des cellules cancéreuses. Alors je m'excuse peut-être d'avoir plombé l'ambiance, mais mesdames, messieurs, j'espère que ce soir, je vous ai redonné un peu d'espoir. Ah, satané moustique. Je reviens de Camargue et ces foutues bestioles s'en sont données à cœur joie. D'ailleurs, quand je vous dis Camargue, ça vous évoque, oui, bon, les moustiques, mais c'est aussi de magnifiques paysages, avec ses flamants roses, ses chevaux, ses taureaux et ses rizières. Et justement, ma thèse porte sur le riz. Mais pour mieux vous en parler, je vais vous raconter l'histoire de Monsieur Fabre, riziculteur camarguais. Entre roseaux et marais salants, Monsieur Fabre cultive son riz. Son objectif, avoir la meilleure récolte possible. Pour ça, il engraisse son riz, avec de l'engrais. Engrais qui contient un élément très important, l'azote. Monsieur Fabre veut que son riz grandisse et fasse beaucoup de grains, ceci avec un minimum d'azote. Question d'économie et de préservation de l'environnement. De plus, il doit protéger sa plantation face à la maladie la plus fréquente et dévastatrice du riz. Cette maladie est due à un champignon. On l'appelle le rice blast, ce qui peut se traduire par l'exploseur de riz.
Explicite, non? Monsieur Fabre doit donc gérer deux aspects fondamentaux. La protection contre le blast et la nutrition azotée. Et il doit rester prudent, car les dégâts causés par cet exploseur sont brutalement aggravés à la suite d'une fertilisation azotée. Un peu comme si les moustiques de tout à l'heure s'acharnaient plus sur moi après que je me sois gavé de sucreries. Ainsi, lors d'une épidémie, si monsieur Fabre fertilise un peu trop fortement, il risque de perdre toute sa récolte. Dans un cas comme ça, il se retrouve devant un sacré dilemme. Moi, je veux une bonne récolte, mais mon sol, il est pauvre, donc je fertilise. Oui, mais vous risquez une explosion de maladie. Ah oui, tu as raison. Eh bien, j'aurais qu'à traiter avec les bons produits. Non, mais il faut penser à l'environnement, tout ça, vous voyez. Ah ouais, tu as raison. Bon, eh bien, pas d'azote. Ouais, mais là, vous allez perdre en rendement. Oh, peu cher, mais comment je fais, moi, sans bonne récolte? Je suis à la rue. Qu'est-ce que tu proposes? Eh bien, mes travaux me font penser que lorsque la plante mange l'azote qu'on lui donne, elle émet un signal, une sorte d'odeur. Le champignon sera alors capable de flairer cette odeur qui lui indiquerait que la plante est grasse et appétissante, et c'est ce qui le rendrait beaucoup plus agressif. Mon boulot consiste à identifier cette odeur, pour ensuite sélectionner des variétés de riz qui ne la produiraient pas, mais qui à côté pourraient manger l'azote qu'on leur donne et grossir de manière suffisante pour que M. Fabre ait une récolte abondante. Bref, tout ça pour permettre à M. Fabre de continuer à prospérer en cultivant cette céréale millénaire, tout en préservant cette belle et noble Camargue, chère à son cœur et chère au mien. Quand je demande aux personnes de mon entourage comment elles se représentent un étudiant international, j'obtiens toujours la même réponse. C'est un jeune baroudeur. Ah, un fêtard, un étudiant peu investi dans ses études. Que de stéréotypes vous ne trouvez pas? J'en sais quelque chose. Je fais mon doctorat dans le cadre d'une coopération entre la France et le Canada, ce qui fait de moi une étudiante internationale. Ça m'a permis de réaliser que derrière ces images stéréotypées, on oublie parfois les défis que rencontrent ces étudiants. L'étudiant international, c'est avant tout quelqu'un qui doit s'adapter et s'ajuster à un environnement culturel inconnu. Dans la recherche, cet ajustement et cette adaptation sont appelés processus d'acculturation. Et c'est justement le fonctionnement de ce mécanisme qui m'intéresse dans le cadre de ma thèse. En général, le processus d'acculturation est représenté sous la forme d'une courbe en W qui suit 5 phases distinctes. Au début, on a un étudiant qui est content de partir à l'étranger. Puis ça se gâte. Oui, étudier à l'étranger, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, surtout quand c'est dans une autre langue. Et là, il commence à se sentir seul, isolé, frustré, déprimé. C'est la phase dite du choc culturel. Puis il va reprendre du poil de la bête, il va réussir à s'adapter jusqu'à son retour dans son pays d'origine, ou patatras, second choc culturel, parce qu'il se sent incompris par ses proches. Heureusement, après un petit temps d'adaptation, tout devrait rentrer dans l'ordre. Bon, mis à part le fait qu'on a l'impression de se retrouver dans des montagnes russes à Disneyland Paris, quand on regarde cette courbe, on aurait tendance à penser que l'expérience de l'étudiant est plutôt positive, non? Et il a surmonté avec brio les 2 chocs culturels. Eh oui, malheureusement, cette représentation traditionnelle est souvent caricaturale. D'un étudiant à l'autre, la courbe prendra une tangente plus ou moins différente. Oui, ça peut être un W, ou un U, ou un L. Et dans ce dernier cas, on est face à des étudiants qui n'ont pas réussi à surmonter l'étape du choc culturel. Pire, ils ont même tendance à écourter leur séjour à l'étranger. C'est là que ma thèse et moi intervenons. Nous proposons des solutions pour éviter que cela n'arrive. Pour mener à bien cette mission, je suis les péripéties d'étudiants internationaux et je retrace leur processus d'acculturation. C'est un peu comme une partie de Scrabble. Je ne sais jamais quelle pièce je vais bien pouvoir tirer du sac. À partir de ce processus, je m'intéresse à un facteur précis en étudiant comment les communautés d'accueil et d'origine influencent ce processus. Autrement dit, comment les échanges que l'étudiant entretient avec son entourage influencent cette orientation de la courbe. Certes, s'intéresser seulement à l'influence des communautés, c'est s'intéresser à un élément du processus, vous allez me dire. Mais ma thèse n'est que le début de mon aventure. Et comme Lao Tzu a pu le souligner, un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Je me souviens d'une phrase de Virginia Woolf. J'ai connu beaucoup de personnes dans ma vie. La plupart d'entre elles sont mortes. Les autres, je les ai perdues parce que je n'ai pas eu la force de traverser la rue.
Moi, j'ai voulu traverser cette rue. J'ai voulu comprendre pourquoi 15 000 homosexuels avaient été déportés dans les camps de concentration. Écoutez, autour de nous, vous l'entendez ? Autour de nous, il y a le silence. Ces hommes, perdus dans les méandres de l'histoire, ils ont été déportés dans des camps de concentration. Là-bas, le travail est harassant dans les carrières. Les coups de matraque des SS pleuvent sur les échines courbées. Les capots souvent les violent, mais ils ne disent rien. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent seulement survivre un autre jour. Plus je lisais ces données de l'histoire, et plus j'avais la nausée. Je n'arrivais pas à entendre les cris, les suppliques de ces déportés. Je n'entendais encore que le silence. Alors, je me suis tourné vers la littérature. Et c'est aussi le sujet de ma thèse. J'ai consulté des centaines et des centaines d'ouvrages sur la déportation homosexuelle. Ils murmuraient à mon oreille, ces déportés. Moi, je ne voulais pas que ma jeunesse soit sacrifiée sous l'autel de la haine. J'ai relu et j'ai relu ces pages, j'ai noirci encore d'autres pages. Et maintenant, ils sont là. J'ai redessiné les lèvres, j'ai redessiné les yeux de ces déportés. Ils sont devenus mes frères. Dans un élan de passion, de compassion que la littérature me permettait, je les ai serrés dans les bras. Et ils m'ont parlé. Et j'espère pouvoir vous faire partager aujourd'hui ma passion pour ce travail. C'est un travail, je dirais, d'archéologie littéraire. Il consiste, vous le voyez, ce silence, moi j'ai envie de le briser. J'ai envie de remplacer le silence par des mots. Et tous les mots qui me murmurent à l'oreille, tous les mots que je lis dans ces romans, j'ai envie de les garder d'abord en moi et ensuite de vous les faire partager. Ces hommes-là, ils ne sont pas vraiment morts. Ils existent, ils sont dans nos textes, ils sont dans les témoignages, ils sont dans tous les mots qu'ils ont laissés. Mais attention, vigilance, ces heures sombres pourraient revenir sans que personne ne s'en aperçoive. Et alors, ça serait comme une immense chape de plomb brisant cet éclatant soleil d'été. Nous habitons une toute petite planète dans un immense univers. Nous l'appelons souvent la planète bleue. Mais dans tout ce bleu, il y a de la boue, de la gadoue abyssale qui recouvre le fond des mers. Savez-vous, mesdames, messieurs, que cette boue, c'est la moitié de la surface de la Terre ? Planète gadoue, on devrait dire. Or, cette boue invisible à nos yeux abrite un univers parallèle d'incroyables petites bêtes. Petites, oui, mais essentielles pour l'équilibre de notre planète. Car elles sont un maillon important de la chaîne alimentaire des océans et surtout, elles aident à recycler la matière qui tombe de la surface de l'eau. Malheureusement, ces petites bêtes sont de plus en plus menacées par les activités humaines. Nous vivons en ce moment une course à l'armement pour l'exploitation de nos plaines abyssales. Et oui, l'humain est prêt à bulldozer le fond des mers pour en extraire des minéraux, comme le lithium, le cobalt ou les terres rares. Alors il nous faut de meilleures réglementations pour protéger ce merveilleux mais si mystérieux écosystème. Nous avons besoin d'une méthode efficace pour rendre visible l'invisible de nos abysses et pouvoir évaluer l'impact de nos activités dans cet univers qui nous paraît si lointain et qui est pourtant si proche de nous. Traditionnellement, comment faisions-nous ? Eh bien, nous passions des heures, des jours, des semaines, voire des mois au microscope à regarder entre les grains de sable pour y chercher ces petites bêtes. Et il y en a pléthore, des centaines, des milliers par poignées de gadous. Des ostracodes, des copépodes, des nématodes, des polychètes et même des tardigrades, ces organismes extraordinaires qui résistent à toutes les conditions de vie, même à celles de l'espace. Le problème, c'est que le microscope, ça prend du temps. Et on a besoin d'une méthode plus rapide pour aller à la même vitesse que l'industrie. Alors, dans ma thèse, j'optimise une nouvelle approche, plus efficace car elle permet de détecter tout l'arbre du vivant. J'utilise l'ADN environnemental que j'extrais directement de la boue abyssale. Il contient l'ADN de toutes les petites bêtes qui y vivent.
Je regarde ensuite des gènes précis, des gènes en commun à tous les organismes vivants, à vous, à moi et à elle. Ces gènes, ce sont des gènes code-barres qui permettent, en les décodant, d'identifier les espèces présentes. Grâce à cette nouvelle méthode, en analysant des boues abyssales prélevées partout dans le monde, je crée une cartographie de la biodiversité de nos grands fonds marins. La Fontaine a dit « On a souvent besoin d'un plus petit que soi ». Nous le voyons nous-mêmes, nos bactéries intestinales sont essentielles à notre vie. Alors, rappelons-nous que ce plus petit que soi, il peut être abyssal et protégeons nos fonds marins comme notre flore intestinale. Imaginons la forêt. On sent l'air pur, la verdure, et on voit des biches gambader. Imaginons maintenant un centre-ville. Là, c'est plutôt goudron, bouchons et klaxons. Les citadins parmi nous savent que vivre en ville, ça a ses avantages, mais c'est pas toujours facile. On est emporté par la foule, dérangé par les gaz d'échappement, assourdi par le bruit ambiant et ébloui par l'éclairage public. Et quand enfin on aperçoit de la verdure, elle est ornementale. Rien de bien naturel tout ça. Pourtant, si on tend bien l'oreille, on peut entendre une mésange chanter. Elle est bien loin de son habitat naturel, me direz-vous, et vous avez raison. Mais alors, qu'est-ce que ça fait d'être une espèce sauvage dans un monde urbanisé? Comment mésange des champs est-elle devenue mésange des villes? Eh bien, c'est exactement les questions que je me pose durant ma thèse. Et pour y répondre, je m'intéresse aux mésanges charbonnières de Montpellier. Au printemps, mon équipe et moi-même partons étudier les mésanges qui nichent en ville. On les observe, on les mesure et on leur fait passer des tests de comportement dans l'espoir de comprendre comment elles s'adaptent au milieu urbain. Après plusieurs années de dur labeur, près de 1300 mésanges étudiés et 4800 poussins bagués, des réponses commencent à émerger. En y regardant de plus près, on dirait que la mésange des villes a attrapé le syndrome urbain. Et mon petit doigt me dit que ça va vous rappeler quelque chose. Eh bien, pour commencer, la mésange des villes est pressée. Elle pond ses œufs plus tôt que mésange des champs. C'est parce que le printemps arrive plus tôt en ville, car les températures y sont plus élevées en raison des activités humaines. Par ailleurs, la mésange des villes a l'air d'être surbookée. Elle passe plus de temps à chercher de la nourriture pour ses petits, et la nourriture qu'elle trouve est de moins bonne qualité. C'est de la malbouffe, quoi. Elle a donc du mal à élever une famille nombreuse. Bon, je vous l'avoue, jusqu'ici, la mésange des villes a l'air un peu détraquée. Mais si on se penche sur d'autres caractères, on voit qu'elle est en train de s'adapter. Il n'y a qu'à regarder son comportement. La mésange des villes est audacieuse et ne craint plus l'homme, contrairement à la mésange des champs. Ah, et aussi, comme votre voisine de palier quand elle prend sa douche, la mésange des villes se prend pour la Castafiore. C'est qu'elle est obligée de chanter beaucoup plus haut pour se faire entendre malgré le vacarme ambiant. Citadins, réjouissons-nous, ce travail est la preuve que la nature est à notre porte. Et encore, les mésanges ne constituent qu'une petite partie de la nature que l'on retrouve en ville. Les mammifères, les insectes et les plantes sont aussi en train de s'adapter à ce milieu hostile. Il n'y a qu'à regarder ces jolis pissenlits qui poussent au milieu des trottoirs. Et à l'heure où l'urbanisation empiète de plus en plus sur les forêts, c'est plutôt rassurant de voir que la nature résiste, vous ne trouvez pas? Car oui, la nature, jamais nous n'en serons maîtres. Qu'on lui ferme la porte au nez, elle reviendra par les fenêtres. Madrid, Londres et Paris. 3 villes, 3 exemples de villes frappées durement par des attentats terroristes dus à ce qu'on appelle la radicalisation. Alors face à cette menace, les pouvoirs publics en France ont mis en place des plans de lutte contre la radicalisation, mais qui globalement manquent de fonctionnalité. Pourquoi? Eh bien, c'est l'un des aspects que je traite dans ma thèse et que nous allons voir ensemble. L'objectif de cette thèse, c'est de pouvoir redonner fonctionnalité et efficacité à ces plans. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec la notion de radicalisation, puisque c'est elle qui est en cause? D'abord, elle n'a pas de structure, ni juridique, ni scientifique. Par exemple, dans le cadre de ma thèse, je me suis intéressé au plan national de prévention de la radicalisation, publié en 2018 par le gouvernement. Et à 112 reprises, on peut y voir le mot radicalisation, mais pas une seule fois ce que ça veut dire. Résultat, vous êtes libre d'interpréter cette notion comme bon vous semble. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, la notion de radicalisation, elle ne qualifie pas, elle disqualifie, elle accuse. Et en faisant cela, elle ajoute toujours plus de morale, toujours plus d'émotion, toujours plus de sensations, toujours plus
de sensations, pardon, mais jamais plus, et c'est là le propos, j'ai bégayé, mais le propos est important, celui-là, c'est jamais plus de sens. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est que la notion de radicalisation, elle distingue très mal ce qui est moral de ce qui est légal. Si une femme demain veut porter le foulard, du jour au lendemain, on pourra la suspecter de radicalisation, de radicalisme ou d'islamisme, peu importe. Pour autant, a-t-elle le droit légalement de le faire, de le porter ? Oui. Donc suspecter quelqu'un de faire quelque chose de légal, ça, c'est suspect. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? D'abord, il faut donner à la notion de radicalisation une plus grande référence au droit, parce que le droit est identifiable, la morale ne l'est pas. Je peux chercher un texte de droit, je ne peux pas chercher un texte de morale. Ensuite, on ne peut pas laisser sur un même plan, et avec un même terme, la radicalisation, une personne qui serait partie faire la guerre, et une autre qui se mettrait à vivre en mode djellaba, couscous, babouche, tarbouche. C'est pas possible. Et puis, il faut changer notre manière de définir les choses. Parler de radicalisation, c'est trop vague. Parler d'activisme violent, c'est plus précis. Parler de salafisme ne nous apprend rien. Parler de groupe isolationniste, est plus clair. Et puis, il faut absolument cesser de vouloir mobiliser des symboles comme moyen de parade. Lutter contre la radicalisation à grands coups de république, c'est très joli, mais ça ne veut rien dire. Alors finalement, Albert Camus avait raison. À mal nommer les choses, on ajoute du malheur au monde. Alors je ne prétends pas apporter plus de bonheur avec cette thèse, j'espère un peu plus de sécurité, et de cela, je serai bien heureux. Aujourd'hui, dépasser 60 ans est devenu quelque chose de normal. Et nos grands-parents, voire nos parents, malheureusement en atteignant ces âges un peu avancés, développent de nombreuses maladies. Et nous tous, même toi là-bas, notre tour arrive. Alors évidemment, on a tous envie de vieillir en bonne santé, pouvoir rester autonome, pouvoir continuer à voyager et à profiter de notre famille le plus longtemps possible. Et l'idée jusqu'à présent, c'est qu'il faut manger du quinoa et boire du thé vert, toute sa vie. Alors, je suis un bobo écolo, j'admets, mais plutôt ascendant café raclette, donc il me faut une alternative. Et cette alternative, elle pourrait venir du concept de sénescence cellulaire. J'étudie donc les cellules sénescentes, ces cellules qui, parce qu'elles ont été exposées continuellement à des stress, ont perdu leur fonction et ne peuvent plus se multiplier. Elles diffusent dans leur environnement des molécules qui vont faire en sorte que la sénescence se propage à tout l'organe, ce qui est à l'origine de la maladie. Une cellule sénescente, c'est un peu comme votre voisin qui à 4h du matin va mettre la musique à fond, il va réveiller tout l'immeuble et le lendemain, tout le monde est énervé et fatigué. Durant ma première année de thèse, j'ai pu montrer qu'il y avait une accumulation de ces fameuses cellules sénescentes dans l'articulation, en lien avec l'arthrose. Et dans ce grand immeuble, qu'est l'articulation, j'ai essayé de comprendre comment ce voisin pénible était arrivé là, et pourquoi est-ce qu'il est toujours réveillé à 4h du matin. Alors, grâce à des approches statistiques, j'ai pu mettre en évidence une protéine qui provoque la sénescence de nos cellules articulaires. C'est cette fameuse musique. Et ensuite, j'ai essayé de comprendre et d'observer les réactions des différents habitants de l'articulation quand je les exposais à différents sons. Alors quand je mets du classique, tout va bien. Mes cellules sont calmes, détendues. Mais quand je mets cette fameuse protéine, je laisse chacun penser à la chanson de son choix, mes cellules deviennent folles, hystériques. Elles donnent des coups de balai au plafond et elles portent plainte pour tapage nocturne. Alors à ce moment-là, on essaie de développer 2 approches pour apporter des solutions au laboratoire. La première, c'est la thérapie cellulaire. On remplace le voisin pénible en apportant des cellules articulaires dont on sait qu'elles s'entendront bien avec les autres habitants de l'immeuble. La seconde, on va essayer de le comprendre, ce voisin, répondre à ses attentes. Est-ce qu'il lui faut un casque, un nouveau matelas ? Et ça, c'est le développement de nouvelles molécules spécifiques des cellules sénescentes. Et donc cette nouvelle catégorie de traitement, on les appelle les sénothérapies. On espère pouvoir les offrir à nos patients bientôt. Maintenant, j'ai envie de vous faire une promesse que ce travail va nous aider à réaliser. La promesse d'un monde où on restera autonome, on pourra continuer à voyager, à profiter de notre famille plus longtemps, même si on n'aime pas le quinoa. Un monde où plutôt que d'ajouter des années à la vie, on ajoutera de la vie aux années. Extraverti, concentré, impressionnant d'intensité avec ses notes d'épices et de roses. Son dynamisme est si pétillant qu'il se fait presque spirituel. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, je vais vous parler de vin. Pour beaucoup d'entre vous, j'imagine que le vin, c'est avant tout une boisson agréable, à apprécier en famille, entre amis.
et avec modération. Pour moi, le vin, c'est le lien à la terre. Quand vous écoutez un vigneron parler de ses vins, de ses vignes, de son terroir, il se passe quelque chose de magique. Mais c'est quoi le terroir? C'est la combinaison d'un sol, d'un climat et de pratiques humaines. En Europe, les terroirs viticoles sont reconnus par les AOP, les appellations d'origine protégée, qui définissent où et comment on peut produire du vin. Mais ces AOP précisent aussi que le terroir mis en valeur par les vignerons confère au vin des caractéristiques sensorielles particulières, communes à tous. Vous savez, c'est un peu comme votre oncle, votre sœur. Vous avez peut-être les mêmes yeux, mais pas les mêmes cheveux. Eh bien, il en va de même pour les vins d'appellation. En fait, un terroir, c'est comme une grande famille de vins. Et cette aire de famille, dans ma thèse, on l'appelle la typicité. Mon but, c'est de trouver une méthode pour étudier la typicité de produits sous appellation d'origine protégée. Mieux la comprendre, mais aussi mieux vous en parler. La science que j'utilise, c'est l'analyse sensorielle. Oui, goûter du vin pour la science, je sais. Mais avant de déguster, il faut se poser les bonnes questions, utiliser les bonnes méthodes. Dans ma thèse, je combine différents tests d'analyse sensorielle avec plusieurs panels de dégustateurs, le tout sur une dizaine d'appellations réparties dans l'un des plus grands vignobles du monde, le Languedoc-Roussillon. Ce qui me tenait le plus à cœur dans ma thèse, c'était de mettre les vignerons au centre du processus, car ce sont eux qui connaissent leur typicité, ce fameux aire de famille. Je les ai donc rassemblés par appellation pour les interroger sur leur terroir et sur leur vin. Croyez-moi, un groupe de vignerons lancé sur la typicité, ça fait plus que 180 secondes. Mais après avoir passé des heures à boire leurs paroles, je les ai guidés vers un vocabulaire commun pour décrire les caractéristiques sensorielles typiques de leur vin. Après quoi, les vignerons dégustaient à l'aveugle et analysaient ces caractéristiques pour répondre à la question « Ce vin est-il typique de votre appellation ?» Aujourd'hui, après avoir collaboré avec des centaines de vignerons et servi des milliers de verres de vin, je comprends mieux ces grandes familles, leurs liens au terroir et leurs identités sensorielles. Mais le principal, c'est que j'ai trouvé une méthode pour étudier la typicité de produits sous appellation d'origine protégée. Demain, cette méthode me permettra de mieux vous parler de vin. Ainsi, vous pourrez choisir plus facilement entre les merveilleux vins du Languedoc-Roussillon, selon que vous préférez les notes d'épices ou les notes de rose. Si nous prenons la nature pour guide, nous ne nous égarerons jamais. Bon, ces mots ne sont pas de moi, mais de Cicéron. Ils datent d'il y a 2000 ans et pour un chimiste, ils ont d'autant plus de sens aujourd'hui. Vous vous demandez certainement pourquoi. Eh bien, je vous propose une escapade en forêt. Regardez comme elle tire toute sa richesse, son intensité et sa puissance du soleil, cette énergie gratuite et abondante. Maintenant, imaginons notre quotidien de demain, où nos villes seraient inspirées de la nature, conçues avec des maisons autosuffisantes en énergie. Les baies vitrées de notre salon pourraient alors produire de l'électricité durant la journée, que nous consommerions le soir en nous éclairant. Ça fait rêver, non? Voire même penser à un scénario de film de science-fiction. Écrivons-le ensemble, mais pour cela, il nous faut jouer sur deux leviers, la production et la consommation d'énergie. Actuellement, nous savons produire de l'électricité grâce aux panneaux solaires. D'ailleurs, on est même capable d'en produire des milliers de mètres carrés à partir du sable. En revanche, leur impact environnemental reste tout à fait discutable, surtout lorsque l'on aborde les questions de production et de recyclage. Et je ne vous parle même pas de l'harmonie du paysage. Quant à notre consommation, nous utilisons 20% de l'électricité produite pour l'éclairage. Bon, je vous rassure, cela va diminuer. Une nouvelle technologie émerge, celle des LED organiques. Des diodes lumineuses conçues à partir de petites molécules que l'on retrouve dans ces nouvelles ampoules basse consommation et dans ces nouvelles télévisions. Vous savez, celles aux belles couleurs et aux écrans incurvés. Cependant, pour les fabriquer, les matériaux utilisés sont encore complexes, coûteux et élaborés à partir de molécules issues du pétrole. Et oui, avec un tel bilan, je vous sens un peu dubitatif. Finalisons ensemble ce scénario. Je pourrais vous proposer d'associer une cellule solaire avec une LED organique. Celui-ci formerait un simple film, souple et surtout transparent, de l'épaisseur d'une feuille de papier, que l'on pourrait appliquer sur nos baies vitrées et bien sûr, celui-ci serait produit de manière éco-responsable. Afin de s'affranchir des produits pétroliers pour concevoir nos dispositifs, je dois prendre mon inspiration ailleurs. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, la richesse de la forêt peut nous fournir un catalogue de bioressources qui recèle une grande diversité de molécules originales, sur lesquelles le chimiste, opportuniste que je suis, peut déployer toute sa créativité.
pour élaborer de nouveaux matériaux. Dans le cadre de ma thèse, mon objectif est de développer des molécules nouvelles, inspirées ou issues de la nature. Celles-ci serviront de briques de base pour élaborer à la fois des cellules solaires souples et innovantes et des LED organiques qui seront plus efficaces et qui consommeront moins d'énergie. En résumé, mes recherches consistent à transformer la science-fiction d'hier et d'aujourd'hui en votre quotidien de demain. Maintenant qu'on est en petit comité, il serait intéressant pour moi de vous avouer quelque chose. Depuis que j'ai commencé la thèse, j'ai pris quelques kilos. 8 kilos. 8 kilos! J'ai pris 8 kilos en 16 mois de thèse. Un record. La thèse a complètement déréglé ma façon de m'alimenter. Déréglé. Ce mot est extrêmement important car oui, nous, vous jury, nous sommes réglés. Réglés pour manger à une certaine fréquence. Nous mangeons le matin, le midi et le soir. En tant que biologiste végétal, je me pose la question de savoir si ce phénomène est partagé par d'autres organismes, notamment les plantes. Est-ce que les plantes sont réglées pour s'alimenter à des moments particuliers? Sont-elles gourmandes comme nous? Et ont-elles des péchés mignons? Les chercheurs du laboratoire dans lequel je réalise ma thèse ont montré que les plantes prélevaient certains de leurs nutriments pendant la journée. Parmi ces nutriments, on retrouve le Graal, le caprice inconsidéré des plantes, le nitrate. Le nitrate, c'est une forme d'azote indispensable pour les plantes. Cette molécule va être à la base des protéines qui vont former le squelette de la plante. Autant vous dire, le nitrate, c'est un peu comme un plat de pâté mental pour tout jeune thésard qui se respecte. En bref, c'est la base de la base. Ce que nous savons, c'est que des petites bouches appelées transporteurs prélèvent ce nitrate au niveau des racines. Ces transporteurs sont synthétisés et actifs en présence de lumière. Donc les plantes sont un peu comme nous. Le matin, le soleil se lève, elles se réveillent doucement, ne boivent pas de café contrairement à moi, mais ont terriblement faim et par conséquent se nourrissent de nitrate. Le but de ma thèse est de comprendre ce phénomène en découvrant le lien qu'il existe entre lumière et cette envie frénétique de manger du nitrate. Ce que j'ai découvert, c'est un lien étroit entre la photosynthèse qui produit des sucres et cette envie de manger du nitrate. Contrairement à nous qui avons terriblement faim quand notre taux de sucre sanguin diminue, chez les plantes, c'est le contraire. La production de sucre pendant la journée va induire cette envie de manger du nitrate. Malheureusement, les agriculteurs sont un peu comme nos grands-mères. Dans les deux cas, le repas apporté est souvent un peu trop copieux. Le problème, c'est le gaspillage, qui chez les plantes entraîne une pollution des cours d'eau quand le nitrate apporté sous forme d'engrais n'est pas utilisé. C'est là que le travail que je mène est important. En comprenant comment les plantes se nourrissent, nous pourrons mieux appréhender les apports en engrais dans le futur et par conséquent réduire notre impact sur la planète. Jury, public, vu l'heure, je n'ai pas envie de vous dérégler, je n'ai pas envie que vous preniez 8 kilos. Donc ce que je vous propose, c'est que nous passions tous à table. Et donc, comme il est écrit sur le chèque qui est présent, le troisième prix du jury est attribué à Lucille Pellan. Félicitations. Merci beaucoup. Pardon. Merci beaucoup. Voilà. Et donc, le jury a délibéré. Je vous laisse le prendre et le retourner quand il faudra. Et le deuxième prix du jury a été attribué à Valentin Chaput. Merci beaucoup. C'est pour moi aussi ça? Oui, c'est sûr. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Tu veux dire un petit mot ou pas? Merci aux gens de mon laboratoire. Merci à Sandrine qui a participé à ma diapo. Et merci à Anissa, ma compagne, qui partage ses 8 kilos avec moi tous les jours. C'est très important de le souligner. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va remettre le prix du public. Si nombreux ce soir, le public. Vraiment, merci d'être venus si nombreux dans cette splendide salle.
Vous êtes quasiment 300 personnes. Ces 300 personnes, eh bien, vous avez répondu en 4 jours. Donc ça a été vraiment un rush sur Internet à ce niveau-là. Et c'était vraiment incroyable d'avoir une si grosse remplissage donc en 4 jours. Merci donc évidemment aussi aux candidats qui ont été encore une fois ce soir vraiment à la hauteur. Et je voudrais en profiter pour remercier également les 3 formateurs, Marc, Patrick et puis Pascaline, qui ont coaché pendant un mois les différents candidats pour travailler sur leur rhétorique, la gestuelle, leur aisance. Et donc c'est important aussi pour eux d'avoir eu cette formation qui ont permis de faire cette prestation ce soir. Merci à eux, oui, c'est très sympa. Donc le prix du public, vous avez été très nombreux, c'est le coup de cœur en fait des spectateurs, et vous avez été à peu près 250 votants, ce qui est pas mal. Il n'y en a pas plus heureusement que dans la salle. Et donc voilà, le gagnant ou la gagnante ira en demi-finale, à Paris, puis en finale si ça se passe bien après à Grenoble. Et donc le collège doctoral de l'Université de Montpellier a l'honneur de remettre donc le prix du public à Yacine Kachirap. Bravo! Un petit mot. Tiens ça. Je le récupère. Du coup, je tiens à remercier tout le monde, tous ceux qui ont voté pour moi. Je tiens à remercier le groupe avec qui on a fait cette formation et avec qui on s'est vraiment accroché très rapidement. Vous êtes géniaux. Et merci à tous. Et maintenant, je vais avoir besoin d'un peu de votre patience parce qu'au nom du collège doctoral de la Commu, qui est quand même l'organisateur maître d'œuvre de cet événement, je tiens à remercier la métropole pour son soutien régulier et puis pour son accueil dans cette salle magnifique. Je veux remercier aussi la région Occitanie et la métropole de Nîmes qui soutiennent constamment le collège et ses actions pour les doctorants. Remercier évidemment le CNRS et la CPU qui soutiennent cet événement depuis des années et qui nous soutiennent dans toutes nos actions. La CASDEN et la MGEN, je suis ravi de voir que la MGEN maintenant nous a rejoints. Je sais que c'est notre faute si vous n'étiez pas là et je suis très content que vous soyez avec nous maintenant aux côtés de la CASDEN. Je vais remercier le collège doctoral de l'UM avec Marc Bouvy pour sa participation à l'organisation de cet événement. Les membres du jury pour leur disponibilité et puis je crois leur impartialité. Bon, les 3 coachs et les candidats, ça c'est déjà fait, on l'a déjà fait avant, mais c'est vrai que je les remercie beaucoup parce que je pense que les candidats ont fait preuve d'une camaraderie et d'un esprit de spectacle plus que de compétition et ça c'était bien agréable. Et puis je crois que nos 3 coachs ont encore une fois extrêmement bien travaillé. Je voudrais remercier l'équipe de l'Opéra pour son accueil, Santi et Lucie qui vous ont accueillis au début quand vous êtes rentrés et qui vous ont permis d'accéder. Un remerciement tout particulier à l'équipe de la Commu, Pablo, Étienne pour la logistique et Robin, notre maître technique, son, lumière, numérique, qui mérite. Je voudrais remercier aussi chaleureusement mes collaborateurs du collège doctoral Languedoc-Roussillon, Émilie et surtout Mohamed Lhomme qui est là et qui a énormément travaillé. Elle n'est pas là, mais je voudrais adresser un remerciement très particulier et très chaleureux à Anne-Claire Bougnou, parce qu'elle est retenue chez elle par une mauvaise grippe. C'est elle, la chevrière ouvrière du collège, c'est elle qui a mis en place au départ toute cette organisation. Quand je dis au départ, en fait, il y a 3 minutes, elle m'envoyait encore des SMS, et du fond de son lit. Et sans elle, cette soirée n'aurait pas eu lieu. Et donc voilà, je voudrais la remercier particulièrement. Et maintenant, il me revient la charge particulière de décerner le premier prix du jury. Le jury est là, c'est le jury qui a décidé, en son âme et conscience, et en fonction de ses coups de cœur, de ses décisions, de ses évaluations, etc. Et je le remercie encore d'avoir travaillé aussi bien. Et vous allez être un peu surpris, mais le premier prix du jury est attribué à Yacine Tachikar.
Donc du coup, il y aura deux candidats qui monteront en demi-finale, hein, qui sont donc le premier et le deuxième prix du jury, puisqu'il a aussi touché. Donc, tu restes là parce que tu avais vraiment fait l'unanimité du public, du jury, donc là, tu es obligé de nous dire un petit mot. Je sais pas quoi dire. Pardon pour ceux qui aiment le quinoa, moi j'adore ça en vrai. Hein. Merci beaucoup, merci à tous. Je m'y attendais vraiment pas. Merci. Et désolé de ne pas avoir plus d'inspiration. Le jury sur les photos. Le jury sur les photos, s'il vous plaît.